Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Est-ce qu'il y a deux femmes qui sont présentes, qui discutent entre elles, et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? Ce fameux test, il est souvent traité à la mano, donc par des passionnés ou des doctorants qui annotent des films pendant des heures. Et on s'est demandé si, avec nos compétences, on pouvait pas créer un outil pour automatiser cette analyse globale sur le marché. Sur la vidéo, on a utilisé un algorithme super intéressant qui s'appelle Clip et qui est capable d'identifier pour chaque image qu'on va lui donner la phrase la plus probable qui décrit l'image. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Chloé et Thomas pour échanger sur un projet qui a été accéléré par l'association Data for Good. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Data for Good, vous pouvez écouter l'épisode 17. On a décidé de lancer une petite collaboration avec Data for Good pour mettre en avant sur le podcast des projets à impact. Et aujourd'hui, je reçois Chloé et Thomas du projet Bechdel AI, dont l'objectif est de faire prendre conscience des biais et notamment du machisme dans le secteur cinématographique. Hello Chloé et Thomas, ça va ? Ouais, Très bien. nickel. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Bechdel AI et comment vous vous êtes retrouvés à travailler sur ce projet ? Moi de mon côté, ça faisait un moment que je regardais les travaux que réalisait Data for Good. Depuis plusieurs saisons, ça m'intéressait, mais je m'étais pas encore impliqué. Et j'ai vu Théo qui a suggéré une idée qui m'a un peu parlé, donc à propos du cinéma, des inégalités. Et je me suis dit, en des formations professionnelles, que le meilleur moyen de se rendre compte des inégalités, c'est d'essayer de les quantifier et donc d'essayer d'appliquer nos compétences data, machine learning pour essayer de traiter ces sujets et de voir ce qu'il en est en termes de biais. Et notamment, ce qui m'a vraiment poussé à aller plus loin, c'est que en prenant un regard une dizaine d'années après ou une vingtaine d'années après les dessins animés qu'on regardait quand on était jeune, ceux qu'on prenait pour des films engagés ou féministes comme Mulan, au final, on se rend compte qu'il y a 75% des dialogues qui sont liés à des personnages masculins et que c'est pas un film si féministe que ça. Et c'est vrai que ça fait réfléchir et ça m'a donné envie d'aller plus loin et de voir ce qu'il en était sur d'autres films. Je précise juste que Théo, c'est justement un des coprésidents de l'association avec qui justement on a fait l'épisode 17. Et toi Chloé, de ton côté ? Oui, moi ça s'est aussi passé autour de Théo puisque, on s'était rencontrés quelques mois avant que j'entende parler du projet et on s'était rencontrés dans le cadre de réunions autour de l'intelligence artificielle et de l'inclusivité dans le domaine et je travaille sur ça au quotidien, notamment pour augmenter la proportion de femmes qui travaillent en informatique et en intelligence artificielle et j'ai vu un post de Théo sur LinkedIn qui, parlait de Bechdel AI et du fait qu'il cherchait, des nouvelles personnes pour rejoindre le projet. Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est à la fois un sujet féministe, qui parle de cinéma et c'est un milieu que je connais bien puisque j'ai grandi un petit peu, là-dedans puisque mon père est réalisateur et qui parle d'intelligence artificielle et où il y a besoin de compétences en intelligence artificielle. Donc j'ai bondi littéralement sur le sujet et sur le projet, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le test de Bechdel ? Alors, le test Bechdel a une petite histoire. En fait, il porte ce nom parce que c'est le nom de Alison Bechdel. Alors, on dit Bechdel en réalité, et moi je dis Bechdel une fois sur deux. Mais cette dessinatrice, et pas que, hein, elle a fait plein de choses, a illustré ce concept dans une bande dessinée où elle expliquait une discussion entre deux femmes qui cherchaient à aller au cinéma et une des femmes propose de dire, enfin, elle dit: «J'aimerais aller au cinéma seulement si on trouve un film qui passe ces trois règles. Est-ce qu'il y a 2 femmes nommées, donc nommées ça a été rajouté après, mais est-ce qu'il y a 2 femmes qui sont présentes, qui discutent entre elles? Est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? Ça paraît simple comme ça, mais en réalité, il y a plein de films qui passent pas ce test et c'est revenu un petit peu à la mode bien des années plus tard parce que je crois que le test a été enfin la bande dessinée a été créée dans les années, 85. Elle s'inspire d'un livre qui est encore, plus vieux, qui s'appelle Une chambre à soi et qui, en fait, met l'accent sur le fait que souvent on représente les femmes dans des, relations qui sont très stéréotypées et on ne représente pas la diversité des relations entre les femmes et la diversité des profils de femmes. Et quel est votre objectif avec ce projet et comment d'ailleurs ça fait le lien avec le test de Bechdel ?
Bah, on s'est rendu compte que justement ce fameux test, il est souvent traité à la mano, donc par des passionnés ou des doctorants qui annotent des films pendant des heures. Et on s'est demandé si avec nos compétences, on pouvait pas créer un outil pour automatiser cette analyse globale sur le marché. On s'est dit que ça pourrait être utile à toutes sortes de personnes, que ce soit des personnes directement dans le milieu du cinéma pour se rendre compte de la diversité ou pas des projets qui sont représentés, mais aussi à toute personne comme des sociologues ou tout simplement des gens intéressés par ce sujet. Comment vous y êtes pris en termes d'organisation et de solutions techniques? Alors à la base, on a choisi le test parce qu'on s'est dit que c'était assez simple. Il y avait 3 questions, les réponses paraissent un peu évidentes. Est-ce qu'il y a bien 2 femmes? Est-ce qu'elles discutent entre elles? Est-ce qu'elles parlent entre elles d'autre chose que d'un homme? Et en fait, quand on a commencé à implémenter tout ça, on a fait face à quelques difficultés. Déjà, on s'est penché sur l'audio d'abord pour essayer d'identifier s'il y avait 2 femmes qui discutaient entre elles. Donc il a fallu identifier, est-ce qu'on entend bien 2 femmes? Donc segmenter en fait les passages où on entend des hommes parler, où on entend des femmes parler à l'audio, et pour ça on a utilisé un modèle qui s'appelle le INA Speech Segmenter, qui permet du coup de dissocier les 2 genres communément admis, et on a aussi utilisé un autre, algo qui permet de séparer la musique de la voix, qui en général est utilisé dans le contexte musical, mais qui là était pratique pour, pouvoir utiliser les bandes annonces, parce qu'on n'a pas forcément accès à des films complets. Et sur ces audios, on a des super résultats déjà qui donnent des statistiques qui sont proches de ce qui avait été calculé, à la mano par, une communauté investie. Mais on a aussi beaucoup de faux positifs avec des jeunes hommes qui ont pas forcément encore mué et qui sont catégorisés comme des femmes. Donc on a un léger biais qui fausse un tout petit peu les statistiques, et il a fallu qu'on se penche sur la suite et sur d'autres questions. Donc la suite, c'est, une fois qu'on a réussi à identifier qui parle et à quel moment, de quoi est-ce qu'elle discute. Donc là, il faut faire du speech to text, donc passer de l'audio au texte. Et c'est là que Thomas, lui, fait un peu de travail sur les sujets qui ont été abordés. Exactement, on a essayé sur plusieurs sources de données textuelles, donc que ça soit des scripts, pour le coup, où, un peu comme, du coup au théâtre, tout est découpé par personnage et ce qui est le plus simple à analyser, enfin en tout cas on croyait, ou tout simplement des sous-titres comme on peut avoir sur toutes les plateformes, ou issu du speech to text, mais chacun avait ses points faibles parce qu'il n'y a pas forcément de format standard. Le speech to text c'est incertain aussi, et surtout au final on s'en rend pas compte, mais c'est très dur de découper qui parle avec les sous-titres en fait directement. Quand on regarde une série, par exemple, si deux personnes parlent en même temps ou quelqu'un est en fond d'écran mais qu'on le voit pas, etc., c'est très dur à dissocier. Du coup, on avait aussi besoin de travailler sur la vidéo. Sur la vidéo, on a utilisé un algorithme super intéressant qui s'appelle Clip et qui est capable d'identifier, pour chaque image qu'on va lui donner, la phrase la plus probable qui décrit l'image. Donc en amont, il faut rentrer, un certain nombre de phrases. Par exemple, est-ce qu'on voit 2 femmes? Enfin donc, on va taper par exemple 2 femmes discutent entre elles, on va taper 2 hommes discutent entre eux, et plein de propositions comme ça qui vont être testées à chaque image, et l'algo va sortir la phrase la plus probable. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir des segments de films en envoyant des extraits, donc des frames. En fait, on découpe le film en frames, du coup, échantillon d'images, quoi, et on va avoir ce rendu de dans tel laps de temps, il y a probablement, très probablement 2 femmes qui discutent entre elles. On peut aussi, avoir des analyses sur le background. Est-ce que c'est en extérieur, en intérieur? On avait fait des tests sur Harry Potter, donc l'algo est même capable d'identifier des gens qui volent sur des balais, alors que c'est pas la chose la plus commune, qu'on peut imaginer dans nos bases de données. Donc ça marche super bien, mais là encore, il y a des biais, qui apparaissent quand, par exemple, il y a une personne qui est de dos et par défaut, elle va être catégorisée comme un homme, et là, ça pourrait être intéressant d'améliorer l'algo en faisant prendre en compte un peu plus de contexte. Donc par exemple, si on a vu dans les frames précédentes une femme qui se retourne, de pouvoir dire: «Ben, voilà, en fait, là, on a identifié une personne de dos, mais c'est la même personne qu'il y avait, juste avant, et donc c'est une femme». Évidemment, après, il y a d'autres questions qui se posent sur là, on a fait une analyse qui est uniquement binaire du genre, et donc il y aura évidemment des questions qui se poseront sur la suite si on veut l'améliorer. Et en termes d'organisation, vous étiez, que 2 à travailler sur ce projet? Parce que là, vous parlez de beaucoup de challenges, enfin, je suppose que vous avez peut-être été épaulés, c'est aussi l'objectif de Data for Good de faire intervenir, d'autres personnes? Non, bah pour le coup, on était environ une vingtaine à travailler dessus, donc on s'est réparti les différents chantiers. Et on a aussi eu l'occasion de porter une partie du projet en tant que hackathon dans une école, où le but c'était de travailler sur les affiches de films, parce que c'est une donnée qu'on a facilement, parce qu'on a toujours des affiches de films
sur tous les sites internet, dans la rue. Et ça permet aussi d'aller plus loin que le test. En tout cas, enfin, le test est quand même au final pas si simple à répondre de manière automatisée. Mais il y a aussi d'autres statistiques qui peuvent exprimer les inégalités qui sont assez criantes, notamment l'ordre du casting et dans le casting qui est présent sur l'affiche et dans quelle proportion. Voilà, donc c'est ce genre de choses sur lesquelles les étudiants ont pu travailler. Quels sont les plus gros challenges que vous rencontrez avec ce projet? Eh bien, comme Thomas l'a dit juste avant, il y a beaucoup de questions à aborder autour du test de Bechdel. Il n'y a pas forcément que le test en lui-même. Et du coup, il y a toute la partie sociologie autour des œuvres de fiction. Donc, est-ce que le sexisme est mesurable uniquement avec un simple test sur une scène de Bechdel? Est-ce que le film passe le test de Bechdel? Ça ne veut pas dire grand-chose au final. Donc, par exemple, avec les affiches de films, on peut se rendre compte que dans l'affiche du cinquième élément, Lilou prend une place absolument inexistante sur l'affiche et finalement sert à mettre en valeur Bruce Willis qui à cette période-là a été super connu. C'est un film qui met en avant un personnage féminin fort, donc on pourrait se dire que c'est super féministe. Et Luc Besson, il a un peu ce don-là de mettre en avant des personnages féminins forts. Mais il y a plein d'éléments autour du film qui traduisent quand même un male gaze parfois, donc un regard masculin sur la façon dont c'est filmé, sur la façon dont les personnages sont construits. Donc il y a ce gros challenge social de qu'est-ce que le sexisme et comment finalement on peut juger une œuvre de fiction. Et c'est pas une question simple. Ensuite, d'un point de vue purement technique, il y a l'accès aux films. Aujourd'hui, on a pu faire des tests sur quelques films. On a pu faire des tests sur des bandes annonces qui sont accessibles sur YouTube, donc c'est assez facile. Mais si on veut pouvoir si on veut pouvoir faire des études sociologiques intéressantes, il faut pouvoir avoir une grande base de données de films à étudier pour essayer de montrer plutôt l'évolution de la capacité à passer le test de Bechdel des films et donc prendre des films sur, soit toute l'année 2022, soit, depuis 1985 à, 2005. Enfin, faut pouvoir avoir, une étude cadrée, mais un échantillon représentatif des films, sinon c'est moins intéressant et donc c'est pour ça qu'on essaye aussi d'établir des partenariats avec des distributeurs, et des producteurs. Il y a aussi la question du français. Aujourd'hui, on a fait quelques tests, peu indépendamment de la langue, mais il y a des, modèles linguistiques qui sont un petit peu partout quand on doit traiter l'image et le son, et le texte surtout. Aujourd'hui, en français, il y a pas forcément les algos sont pas forcément à la hauteur, donc ça nécessite de les perfectionner et d'enrichir une base de données. Oui, bah, comme l'a dit Chloé, c'est vrai qu'on est dans un monde assez anglophone, donc on a facilement des jeux de données ou des algorithmes disponibles en anglais, mais c'est vrai que dès qu'on arrive en français, on peut vite être limité sur le manque de sous-titres, de métadonnées, de données structurées en tout cas entre les personnages. Donc ce qui fait que forcément on a dû, pour l'instant, sur notre première version, on a beaucoup travaillé sur de l'anglais, même si on a essayé de réfléchir à comment ça se traduirait sur du français. Bon, on a quelques pistes, enfin voilà, l'état de l'art s'améliore en continu de toute façon, donc on a quelques pistes pour améliorer ça. Quelles sont les prochaines étapes ou votre vision pour la suite? On va essayer d'avoir plus de films et de personnes qui ont envie de les analyser et de faire parce que là, ce qu'on développe, c'est un outil, c'est pas une analyse à part entière, donc il faut pouvoir trouver des personnes qui sont intéressées par la question, des doctorants, doctorantes ou des chercheurs et chercheuses. Ça pourrait être aussi normaliser le recensement des données, enfin trouver un système pour, avoir plus de métadonnées, notamment, autour des films français qui sont aujourd'hui protégés par les RGPD et c'est super. Mais du coup, on ne peut pas faire de stats dessus, donc réfléchir à comment enrichir cette base de données tout en respectant la vie privée et enfin et toutes les réglementations qui vont autour. Et donc juste les métadonnées, si on essaie de les décrire, ici, ce serait, toutes les informations ou effectivement statistiques qu'on peut retrouver, sur un film? Sur un film, sur, des acteurs et actrices, tu me coupes, hein, Thomas, si, j'oublie quelque chose. Sur, l'âge, par exemple, des acteurs et actrices. On avait travaillé sur l'âge des personnes impliquées dans des relations amoureuses. Donc, on prend l'exemple, tu citais, juste avant, Thomas, le Leonardo DiCaprio, je sais pas si tu veux en dire 2 mots? C'était ça qui est intéressant, c'est que la différence d'âge des personnages dans l'œuvre, mais aussi dans la vraie vie, parce que ça témoigne aussi d'une chose, c'est que un homme,
il se bonifie avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, récemment aussi, on a parlé de DiCaprio qui, malheureusement, pour ses compagnes, subissent une malédiction et ne peuvent être âgées de plus de 25 ans, sans quoi, malheureusement, elles n'ont plus la chance de partager sa vie. On réfléchissait aussi éventuellement à élargir à d'autres thématiques, parce que la base technique du projet pourrait servir éventuellement sur des thématiques écologiques, comment ces thématiques sont traitées, et aussi dans d'autres types de médias, typiquement peut-être des journaux télévisés, etc. Voilà. Bon, bah écoutez, Chloé et Thomas, on arrive au bout. Merci beaucoup d'être venus nous partager votre expérience sur Bechdel AI dans le podcast. À très vite. À très vite. Merci pour l'invite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.